Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Donc là, si j'ai bien compris, on se voit tous les deux en permanence à l'écran. Tout à fait. C'est le Attention. nouveau webinaire. Donc, je peux plus me cacher Donc pour boire un bienvenue verre. dans cette nouvelle formule. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel qui est la longévité. C'est peut-être même, j'ai envie de dire, un des sujets phares de la médecine chinoise, qui est vraiment une médecine de la longévité avec une dimension à la fois préventive et curative. Patrick, vous m'interrompez d'ailleurs si je dis des bêtises, mais je crois qu'en Chine, les gens sont assez célèbres pour avoir beaucoup de centenaires qui vivent encore aujourd'hui, même si le mode de vie occidental, on va dire, a tendance à un peu brouiller les statistiques, notamment dans les grandes villes. Euh, donc voilà, un sujet quand même qui est très important. Avant d'entrer justement dans le vif du sujet, je vous rappelle très brièvement les conseils pour profiter au mieux du webinaire. Comme d'habitude, trouvez un endroit confortable, avec une bonne connexion filaire si possible, et en utilisant Google Chrome. Je vous précise que si vous rencontrez un problème technique au cours du webinaire, en général, il suffit de se déconnecter et de se reconnecter. Je vous encourage bien sûr à éteindre tout ce qui pourrait vous déranger, que ce soit la télévision, tablette, téléphone portable. Et enfin, n'hésitez pas à savourer une petite boisson chaude, comme moi, Patrick aussi, j'ai entendu ça couler un petit peu. On pourrait parler aussi peut-être que vous avez des nouvelles sur le congrès on l'avait évoqué brièvement la dernière fois, mais comme je sais que la date avance, peut-être qu'il y a des news. Oui, oui, alors la date avance. Alors déjà, je ne vous ai pas interrompu, comme quoi vous dites rarement des bêtises, Mathieu. Donc, vous voyez, Merci. c'est bien. Bon, nous reparlerons de la longévité tout à l'heure, qui est vraiment, évidemment, au cœur de nos existences. Alors, pour le congrès, oui, alors le congrès a toujours lieu le 3 et 4 juin à Paris. Je rappelle qu'il y aura des invités vraiment, vraiment prestigieux. Paul Ulrich Unschuld, qui est une sommité internationale sur l'histoire des médecines, mais en particulier sur la médecine chinoise, qui viendra à la fois nous faire une conférence sur qu'est-ce que la médecine chinoise, et puis nous parler des mystères du Huangdi Neijing, qui est le livre qui passe pour être le livre fondateur de la médecine chinoise. Donc c'est vraiment un instant important. Puis il y a Catherine Despeux également, qui, elle, nous parlera d'un deuxième livre. C'est le livre qui a sans doute été le plus traduit, le plus commenté de l'histoire de la Chine, qui est toujours enseigné enfin, les deux sont enseignés, mais celui-là particulièrement dans les facultés de médecine chinoise en Chine. Il s'agit du Shang'an Lun. Ensuite, on a un sujet, donc pour venir un sujet thérapeutique, c'est-à-dire qui sera consacré au cœur, qui sera animé par le docteur Mathieu Bernard, qui est responsable des hospitalisations à l'Institut du Cœur Paris Centre, et par moi-même. Et puis on a également Isabella Aubry, qui est une diététicienne, nutritionniste, qui viendra nous parler de l'alimentation qui est favorable au cœur. J'insiste pour les abonnés du dossier, parce que ce congrès, il a un peu fait pour vous. Lorsqu'on est abonné au dossier Les secrets de la médecine chinoise, c'est naturellement qu'on s'intéresse à sa santé, qu'on veut l'améliorer, mais qu'on s'intéresse aussi à une autre manière de voir nos existences, de façon à justement à vivre le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment important. Je pense que les abonnés viennent en nombre. Ils en profiteront, d'autant plus que nous avons fait un tarif, j'espère que vous en parlerez, Mathieu, un tarif spécial pour les abonnés qui est de 185 euros. Je rappelle quand même que ce genre de congrès est plutôt proche des 600 euros que des 185 euros pour 2 jours. Donc vraiment, moi je compte sur vous et j'espère qu'on vous verra très nombreux. On peut en venir au sujet qui nous occupe principalement, qui est donc la longévité, Mathieu. Merci. Donc la première Attendez, question des webinars, Patrick. oui, Oui. mais il y avait la question des webinotes, etc. Oui. Alors, oui, alors, il y avait une question au sujet de la maladie de Raynaud. Alors, la maladie de Raynaud, Oui. elle se caractérise par c'est très impressionnant. Moi, j'ai observé ça une seule fois, mais je m'en souviens encore. Vous avez, par exemple, les doigts qui deviennent tout blancs, et puis le reste, là, de la main qui devient tout rouge. Et c'est vraiment c'est des choses ou même ça arrive aux jambes. J'ai un ami, ça lui arrive aux jambes, aux pieds. Alors, en médecine chinoise, c'est surtout, on peut considérer que c'est quand même le cœur et les vaisseaux sanguins qui sont impliqués. Alors, il y a une décoction qui est recommandée, il y en a qu'une en médecine chinoise, c'est la décoction des 4 inversions avec angélique. Alors, elle a une particularité, c'est qu'elle réchauffe les méridiens, donc ce qui permet au qi et au sang. Alors, quand on parle de méridiens, là, c'est à la fois les vaisseaux sanguins et les méridiens au sens vaisseau de transport du qi. Et puis elle disperse le froid, donc ça va permettre comme ça une harmonisation de la température corporelle. Elle nourrit le sang
et elle favorise la circulation sanguine. Donc c'est vraiment une décoction qui est vraiment très importante pour la maladie de Raynaud. En ce qui concerne la maladie, il y avait une deuxième question qui concernait la maladie de Dupuytren, du baron de Dupuytren, si mes souvenirs sont bons. Alors c'est une maladie qui est assez particulière. Elle touche les doigts qui se, vous voyez, qui se rétractent, qui sont, c'est assez horrible, c'est pas très beau à voir. Puis il y a apparition de nodules sur les mains. C'est quelque chose qui est assez particulier. On opère pas mal. Alors, en médecine chinoise, ça concernerait, il faudrait travailler avec son thérapeute, essentiellement le foie, la rate pancréas, le cœur plus le sang. Hein, on voit bien qu'il y a un problème à la fois de qi, de circulation de sang. Alors, pourquoi la rate pancréas? Parce qu'elle gère elle gère les tissus, elle gère les muscles, elle gère les tendons, le foie aussi. Hein, le foie, la rate pancréas gère tout ce qui est tendineux et tout ce qui est musculaire. Donc, ça les concerne. Et puis, le cœur et le sang, parce que il y a quand même un problème de circulation qui est quand même bloqué. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, je rappelle aux webinotes qui n'hésitent pas à poster, si on n'a pas le temps d'aborder toutes les questions, ce qui est souvent le cas malheureusement, à les poster directement sous la vidéo et on se fera un plaisir d'y répondre au prochain webinaire. Pour revenir sur la longévité, la première question des webinotes, Patrick, était de savoir, une sorte de rappel entre guillemets, est-ce que vous pourriez développer un petit peu la notion de chaîne et son lien avec le cœur? Alors, le chêne et son lien avec le cœur. Alors, je vais développer, comme vous dites, à condition que je ne me trompe pas de choses, voilà. Alors, voilà, parce que j'ai ouvert, c'est justement, ça tombe bien parce que c'est une question qui concerne le congrès qu'on organise, en fait. Oui. Alors, je vous demande 30 secondes. En fait, quand on fait un truc nouveau, c'est toujours plus... je fais le mariole en voulant me mettre à la modernité, et puis voilà, c'est plus long. Alors, le chêne avec le cœur. On a pour habitude de dire que le cœur héberge, abrite l'esprit, le chêne. Alors, ça recouvre plusieurs réalités en médecine chinoise, en fait. Ça recouvre la première des réalités, c'est qu'il y a un lien intime, très très intime, entre le cœur, le sang et le cerveau. C'est d'ailleurs pour ça que les Chinois, les fondateurs de la médecine chinoise, plutôt que de distinguer le cerveau, enfin de faire du cerveau un organe principal, ce qu'on aurait plutôt tendance à faire. Il ne faut pas croire que les Chinois, même à l'époque très ancienne, ignoraient le rôle neurologique du cerveau, pas du tout. Mais simplement, ils ont très vite compris que les fonctions du cerveau étaient très intimement liées à l'apport de sang et à l'apport d'un sang de qualité. Et donc, à l'activité du cœur. Le cœur, il faut bien le comprendre en médecine chinoise, c'est un organe qui est constitué à la fois de la pompe cardiaque, du cœur, et puis des vaisseaux sanguins. Et également, on pourrait dire, d'une partie du sang, mais encore plus, il est en relation très étroite avec l'intestin grêle, dans lequel on a découvert qu'il était tapissé de neurones, donc vous voyez, de neurones qui sont les mêmes que ceux qu'on a dans notre cerveau, de même que le cœur est tapissé de neurones. Donc il est constitué, le cœur, il faut bien le voir comme cet ensemble comme ça de relations, d'échanges réciproques entre à la fois les vaisseaux sanguins, une partie de la qualité du sang, une partie du sang, les fonctions du gros intestin, et puis le cerveau. Alors, il héberge, quand on dit qu'il héberge le chêne, on veut dire, dans un premier temps, on veut dire qu'il héberge toute notre organisation psychologique et psychique. C'est-à-dire, on pourrait parler de notre conscience organisatrice. C'est la manière dont notre psychisme va s'organiser, comment dirais-je, créer des relations entre les différentes sphères de notre esprit. Entre la rationalité, l'émotionnel, que dire d'autre, la pensée réflexive, la pensée constructive, tout ce qui est un peu de l'ordre des réflexes, vous voyez, les réactions impulsives, etc. C'est lui qui va mettre de l'ordre dans tout ça.
de manière à ce qu'on puisse être un être cohérent, cohérence à la fois dans notre attitude physique, c'est-à-dire pouvoir marcher normalement, avec cohérence, avoir des activités physiques, et puis dans l'expression de notre pensée et dans nos relations aux autres avec nos capacités intellectuelles. Ça, c'est un point qui est très important. Mais il recouvre un deuxième point. Vous savez que c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir un logiciel qui est très bien, qui va me servir lors du congrès. Vous savez que chacun de nos organes est le siège. Alors on dit qu'ils hébergent ou c'est le domicile, etc. Qu'importe. L'important c'est de retenir qu'il y a des relations très étroites, des relations de dépendance et d'influence réciproque. C'est-à-dire, pour reprendre le cœur et le chêne dans cette partie, parce que le chêne, le problème, c'est que le mot chêne, S-H-E-N, représente plusieurs choses en médecine chinoise, y compris en physiologie chinoise. Il représente, par exemple, l'esprit tel qu'on vient de le définir, la conscience organisatrice de notre psychique. Il représente une partie de cet esprit, et puis il représente également, je ne me trompe pas, les reins. Donc, chacun de nos organes est détenteur, enfin héberge, ou en tous les cas est en relation très particulière et très privilégiée avec une partie de notre psychisme. Alors, le cœur chapeaute toutes ces parties, d'accord? C'est le chêne. Mais en dehors du chêne, vous avez par exemple le foie qui chapeaute ce qu'on appelle le 1. Alors, on peut peut-être en parler si vous voulez. C'est assez intéressant. On va voir. Alors, le 1, cette partie de notre psychique qui est gérée, hébergée sous influence réciproque du foie, c'est la partie de notre psychique qui génère des projets, qui alimente l'inconscient, les rêves et les désirs, qui est la force dynamique qui donne l'impulsion pour entreprendre un projet, commencer une action, qui caractérise notre instinct héréditaire, qui nous lie à nos pulsions, qui nous lie à nos passions. Le 1, donc, je rappelle toujours qu'il est lié au foie, contrôle notre imagination, c'est un peu le siège de notre créativité. C'est grâce au 1 qu'on aborde des stratégies pour mener à bien des projets. En cas de déficience, on affaiblit nos impulsions, c'est-à-dire on va être moins impulsif, moins réactif, on a moins de désir, on a moins d'enthousiasme, on a moins d'imaginaire, et nos capacités à élaborer des projets se trouvent amoindries. En cas d'excès, en cas de plénitude, on va se retrouver avec un sommeil agité, des rêves très violents, des cauchemars, des projets démesurés et incohérents, une imagination débridée et des pulsions incontrôlables. Alors, vous voyez, ça, c'est une partie de notre esprit qui est géré par le 1, mais sous la coupe du chêne qui est lui-même sous la coupe du cœur. Ouais. On a une autre particularité de notre esprit, c'est pour le coup, c'est avec le poumon, et ça s'appelle le pot. Alors le pot s'écrit tout simplement PO. Alors il faut que j'arrête voilà. Désolé, je reviens, et voilà. Alors le pot. Hop, ça très bien. Alors, le pot qui est donc hébergé, lié, sous influence réciproque des poumons, c'est cette partie de notre esprit qui caractérise nos actions et réactions instinctives face à un choix. C'est-à-dire, c'est vraiment la partie instinctive de notre. C'est ce qui va permettre également de nous sauver dans des situations compliquées, délicates, quand on est mis en danger, etc. C'est ce qui permet de préférer instinctivement ce qui est utile à notre survie. Ça permet de rejeter instinctivement ce qui est nuisible à notre survie. C'est l'énergie, par exemple, chez le nourrisson, qui permet la succion et la déglutition. Vous voyez, ce sont des choses qu'on fait, mais de manière instinctive. C'est pas commandé, si vous voulez, ça échappe au commandement de l'esprit. C'est l'énergie qui nous permet d'avoir un instinct, enfin de tonifier notre instinct de conservation. Et alors le pot, c'est intéressant parce que c'est que le poumon est très relié au cœur et très associé au cœur, ne serait-ce que par les fonctions d'échange entre le sang et l'air. Eh bien, est accouplé au sang. Alors, en cas de déficience, c'est-à-dire en cas de vide, on a une diminution de toutes ces qualités. On a une diminution de l'instinct de conservation, on a une vulnérabilité généralisée, on a un désintérêt généralisé pour les choses de la vie. Et lorsqu'il est agité, on peut parler de plénitude, lorsque le pot du poumon est agité, on a une crainte de l'avenir et on est dans un état un peu obsessionnel. Voilà. Alors après le pot, on a le I qui est lui attaché à la rate pancréas. Alors, le I, lui, c'est, alors attendez 30 secondes, je ferme, voilà, c'est plus clair pour moi. C'est tout ce qui concerne un peu la rationalité de notre psychique. C'est grâce à lui qu'on va classifier, enregistrer et archiver nos expériences.
C'est ce qui va nous permettre l'apprentissage, ce qui va nous permettre d'évoluer. Le I, il reformule nos expériences en fonction de notre évolution également. C'est-à-dire qu'il nous accompagne, on est confronté à une situation nouvelle, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir calquer la situation nouvelle sur une situation qu'on a déjà vécue et pouvoir adapter un comportement adaptatif. On va pouvoir s'adapter à une nouvelle situation grâce à cette fonction qui est liée à la rate pancréas. Il s'intègre à notre mémoire et gère notre capacité à apprendre en intégrant les informations, on appelle ça l'ancrage, en réutilisant les informations et en reproduisant les informations qu'on a accumulées. Alors, lorsque le yi, cette partie de la rate pancréas est équilibrée, notre compréhension des choses et des phénomènes est facile, notre mémoire est puissante et notre expression orale est aisée, ce qui n'est pas toujours mon cas, comme vous pouvez le voir. Lorsqu'il est déficient, là-bas, naturellement, la mémoire, donc en vide, ce qui peut correspondre à un vide de la rate pancréas, la mémoire est altérée, la conceptualisation psychologique est limitée, et notre expression orale est hésitante et confuse. Alors j'espère ne pas être trop souvent confus. Et lorsqu'il est agité, on pourrait parler de plénitude. On a une mémoire obsessionnelle, c'est-à-dire on va avoir du mal à se détacher d'une seule et même pensée. On a une difficulté, voire une impossibilité à se distancier d'un ou de plusieurs événements du passé, et on a des idées fixes. Alors je rappelle que les trois éléments de notre psychique, le 1, le po et le yi que nous venons de voir, sont sous le chapeautage du chêne général, de la conscience organisatrice qui est sous la gouverne du cœur. On a également le zi maintenant qui est contrôlé par les reins. Alors, j'ouvre mon petit dossier, c'est très bien. Alors, c'est pareil, c'est une partie importante de notre psychique. Le zi est donc associé au rein, contrôle notre volonté, notre détermination, notre capacité à concrétiser un projet. On a vu tout à l'heure que c'était le foie qui nous permettait d'élaborer des projets. Bien, c'est l'état des reins qui va nous permettre de concrétiser, de réaliser ces projets. Vous voyez, c'est notre capacité à surmonter des obstacles lorsqu'on est confronté à des difficultés, etc. C'est la qualité, le chi et le dynamisme du chi de nos reins qui va nous permettre de les surmonter et de les surpasser. C'est notre capacité à avoir de l'autorité dans un groupe. Alors, on parle d'autorité, on ne parle pas d'autoritarisme. C'est en fait la capacité d'avoir sa propre personnalité, détachée des désirs, des souhaits des autres ou de l'influence manipulatrice des autres. Alors, lorsque notre zi, donc, alors je prononce zi naturellement. En chinois, ça doit pas se prononcer ainsi, excusez-moi, c'est Z-H-I. Alors, lorsqu'on a une déficience comme ça de cette partie de notre psychique qui est gérée par les reins, on est atteint, alors on va avoir des phénomènes de peur, d'indécision, de versatilité, c'est les gens qui changent, qui prennent des décisions, puis 5 minutes après ils changent et tout, mais sans que ça soit raisonné. Parce que changer d'avis ou de décision, une fois qu'on a des éléments nouveaux qu'on n'avait pas au moment où on l'a prise, c'est une forme d'intelligence, une forme de rationalité, si vous voulez. Mais là, sans que ce soit rationnel, on parle d'une versatilité absolument irrationnelle. Et on ne sait pas très bien pourquoi la personne change d'avis, change de décision, et dans l'hésitation permanente. Ce sont des gens qui ça caractérise le renoncement. Ils renoncent facilement parce que ils ont peur des difficultés, ils ont peur de pas être capables d'affronter les difficultés. Et puis, ils sombrent souvent dans la soumission. Alors, la soumission dans le leader du groupe quand on est en groupe, la soumission aux pensées dominantes, la soumission aux médias, la soumission au discours dominant. Alors lorsqu'on a en face d'un excès, on pourrait parler de plénitude. Alors on tombe dans des travers qui sont proches de la témérité, de l'autoritarisme, de l'entêtement, et ça peut même aller jusqu'à la tyrannie. Alors donc là, on a vu ces 4 parties qui sont le 1, le po, le yi et le zi, qui sont rattachés à la fois au foie, au poumon, à la rate pancréas et au rein. Mais on a également, parmi le chêne, un autre chêne qui s'appelle également le chêne et qui est, lui, cette partie très particulière de l'esprit du cœur, qui est rattachée au chêne. J'espère que c'est pas trop embrouillé. Alors, cette partie du chêne, du cœur, elle recoupe des notions de notre chaîne globale qui chapeaute tout notre esprit. Mais la particularité, c'est qu'elle coordonne cette partie de notre psychique, coordonne le psychique, assure la configuration globale de ce que nous sommes. On dit qu'il assure la configuration globale de l'être humain, ce qui va faire que à la fois la manière dont nous nous comportons physiquement, tout simplement notre démarche, notre allure, et puis psychologiquement, socialement, etc. Ça assure la cohérence de notre personnalité. C'est ce qui nous donne quelque chose qui va faire qu'on nous reconnaît.
qu'on peut anticiper nos réactions par rapport à certaines situations, que nous-mêmes, on est à l'aise face à une multitude de situations parce qu'on les a intégrées et qu'on sait exactement comment il faut réagir face à elles, etc. Ça exprime en fait ce chêne du cœur, exprime le meilleur de l'intelligence, hein, le meilleur de ce que nous pourrions avoir en nous dans notre intelligence. Alors, si on est en faiblesse du cœur, je parle longuement de tout ça parce que le cœur est vraiment important. Le cœur, c'est vraiment l'empereur de nos organes. Et vous voyez que simplement, à travers toute l'énumération que j'ai faite de ces catégories psychiques qui sont comprises par la médecine chinoise, le cœur a une importance sur toutes. Alors bien sûr, on va pas relier, lorsqu'on parle des émotions, je fais un petit aparté, mais je reviendrai au sujet principal tout à l'heure, lorsqu'on parle par exemple de la peur et des reins, on pense qu'aux reins. Non, il faut toujours également penser au cœur. Hein, lorsqu'on a un problème émotionnel qui nous ramène à un organe, l'organe certes, par exemple, un excès de peur, l'organe des reins est certes impliqué, mais également le cœur. Hein, donc toujours penser avec les problèmes psychologiques, psychiques, etc., et émotionnels, toujours associés d'une part à un organe, c'est-à-dire l'émotion dominante, l'air émotionnel qui est dirigé par l'organe en question, par exemple la peur pour les reins, et puis au cœur. Donc pour en venir au chêne du cœur, il permet l'adaptation donc au milieu environnant en optimisant à la fois nos énergies internes et puis ce qu'on pourrait capter de l'extérieur. C'est-à-dire la compréhension qu'on peut avoir des rapports de force au sein d'un groupe, je sais pas, simplement de la circulation au carrefour d'une ville, voilà. Hein, c'est-à-dire un ensemble de choses, ou même les énergies climatiques. C'est-à-dire si on a froid, notre capacité à absorber la chaleur de l'extérieur, ou si on a trop chaud, à nous rafraîchir. C'est ce qui nous permet vraiment d'avoir de très bonnes relations avec le milieu environnant, et puis de très bien gérer ce qui se passe au niveau psychologique et également physiologique dans notre corps. Alors, lorsque cette partie de notre esprit du cœur est équilibrée, on a l'esprit clair, un discours rationnel et nous sommes sereins. Lorsqu'il est déficient, on pourrait parler donc de vide. Alors, c'est là qu'apparaissent les états un peu dépressifs, de dépression, les états de timidité excessive. Ce qui est un peu plus grave, une mauvaise perception de la réalité. Lorsque les gens sont en décalage avec la réalité. Ils ont du mal à absorber les conséquences que peuvent avoir une situation réelle dans leur vie personnelle. Et puis ça peut aller, dans les cas très très graves, jusqu'à la destruction totale de la personnalité. Hein, donc on voit à quel point le chêne et le cœur, et donc le sang, et donc les vaisseaux sanguins, et donc l'intestin grêle sont très liés. Hein, tous ces problèmes psychologiques, psychiques liés à tout ce que je viens de dire, d'énumérer, sont à voir dans une globalité. Et puis, lorsqu'il est agité, alors on dit que le cœur est agité, donc on peut parler de plénitude, excusez-moi. Alors, par exemple, en présence de chaleur, l'été quand il fait trop chaud et qu'on fait de l'exercice physique, pour les gens en présence de fièvre, pour les gens qui boivent de l'alcool ou des drogues excitantes, etc. Donc on va avoir des scènes d'euphorie. Alors on retrouve la joie, n'est-ce pas? Des scènes d'euphorie injustifiées, de l'incohérence et puis de la confusion mentale. Alors en particulier pour les alcooliques, quand ils sont en phase de délire, hein, on parle de délire, on sait que c'est lié justement à une agitation du cœur avec trop de chaleur dans le sang. Voilà. Donc je ferme mon nouveau logiciel et puis je reviens à vous beaucoup plus simplement. Hop, voilà, très bien. Je vous propose de passer à la deuxième question, Patrick, qui concerne la rate pancréas, justement, qui permet au sang de ne pas s'extravaser. Cela, est-ce que c'est dû justement à une qualité particulière du sang du fait de l'action de la rate pancréas, ou est-ce que c'est pour résultat en fait de rendre les veines un petit peu plus étanches? Ah, c'est dû à une action cumulée en fait des fonctions de la rate pancréas. Hein. Alors évidemment, je ne sais pas si le thème est bien choisi parce que quand on dit, j'entends plein de bruit là, ça y est, c'est bon. C'est bon, ça va.
Lorsqu'on dit que c'est la rate pancréas qui permet au sang de ne pas s'extravaser des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire de ne pas avoir des hémorragies, c'est un peu trompeur parce qu'on imagine que, on voit pas très bien comment la rate pancréas va pouvoir aller dans les vaisseaux sanguins pour les solidifier et tout. En fait, c'est lié, la rate pancréas a des fonctions, c'est lié à son action cumulée des fonctions de transformation, c'est-à-dire de transformation de l'alimentation qui va être utilisée pour extraire de l'alimentation les quintessentielles substances des aliments qui vont nous permettre de coproduire à la fois le qi, donc qui est important, le qi qui va intervenir dans la circulation du sang, et puis dans le transport de tous les nutriments dans tout l'organisme. Ouais. Alors, lorsque la rate pancréas assure convenablement ses fonctions, parce qu'elle a également une fonction c'est elle qui assure la fermeté des tissus. Hein, on dit que le foie assure la solidité, enfin la fermeté des tendons, et puis la rate pancréas des muscles. En fait, c'est les deux, foie et rate pancréas, à travers l'action du sang. Hein, le sang est associé dans le sens où c'est lui qui va amener aux chairs, aux tissus, etc., les nutriments nécessaires à leur bonne tenue, à leur dynamisme. Et lorsque la rate pancréas assure convenablement ses fonctions, eh bien, les vaisseaux sanguins, non pas le sang, mais les vaisseaux sanguins, au même titre que le muscle, sont de bonne tenue, de bonne consistance. Ils vont être souples, mais suffisamment solides, fermes pour maintenir le sang à l'intérieur des vaisseaux. Hein. Il faut vraiment comprendre l'action de la rate pancréas dans le vis-à-vis du sang et vis-à-vis du fait qu'elle empêche le sang de sortir des vaisseaux. C'est parce qu'elle permet aux vaisseaux, tout comme elle permet aux muscles, d'être bien alimentés et d'être fermes tout en étant souples. Et puis plein d'énergie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, voilà, en fait, la fonction qu'on lui accorde vis-à-vis du sang, elle est à comprendre vis-à-vis des vaisseaux sanguins, de la bonne tenue des vaisseaux sanguins. Outre le fait qu'encore une fois, dans sa fonction de transformation de l'alimentation, d'extraction des quintessentielles substances des aliments, c'est elle qui va permettre la bonne fabrication du sang. Excusez-moi, voilà. Donc, ça a naturellement un rôle. Qu'est-ce qu'on peut alors, donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, en cas de vide de fonction de la rate pancréas, nos vaisseaux sanguins vont être de mauvais, comme nos muscles. Vous voyez, lorsque la rate pancréas est en vide, on voit les muscles qui pendent, qui ne sont pas toniques, etc. Il va se passer la même chose avec les vaisseaux sanguins. Ça va les fragiliser, pour peu qu'ils soient déjà fragilisés par ailleurs, à cause de présence de plaques de calcium avec très peu de cholestérol, etc. Ça risque de les fissurer et puis de provoquer des énergies. Voilà. Très bien. Troisième question, toujours dans ce côté un peu précision, vous abordez notamment le Jing-Iné et le Jing-Aki. Est-ce que vous pourriez redire ce qui circule exactement dans les méridiens? Quel est le lien entre le sang et l'énergie? Et surtout, quel est le rôle, par exemple, de Ming-Men? D'accord, alors Ming-Men. Alors, en ce qui concerne les méridiens, ce qui circule dans les méridiens, c'est le Qi. Alors, qu'est-ce que le Qi? On va peut-être en revenir à cette définition du Qi, puisqu'elle est importante, elle est toujours importante, et il faut toujours revenir à cette définition. On a vu que le Qi, d'une manière générale, en sciences naturelles chinoises, le Qi peut être compris comme le parfait synonyme de l'univers. Mais l'univers dans ce sens, tout ce qui se passe dans l'univers, tout ce qui est compris dans l'univers, c'est-à-dire les formes, les matières, les planètes, la Terre, ce qu'il y a sur les planètes, etc. Mais également les phénomènes de transformation, comment les planètes se sont constituées. C'est plus lié aux phénomènes qui se produisent dans l'univers et qui vont déboucher sur, de temps à autre, l'apparition de formes qui vont disparaître pour se transformer en d'autres choses. Hein. Il faut retenir cette définition du Qi de manière générale, c'est ce mouvement incessant de transformation de la matière en énergie et de l'énergie en matière. C'est l'univers. Hein, c'est tout ce qui se passe dans l'univers. À ce titre, nous sommes une des étapes de la transformation d'une forme d'énergie en matière, et notre corps va se transformer lui-même en énergie. Alors après, il y a des tas de digressions qu'on peut faire sur le plan philosophique, etc. Mais ce n'est pas l'objet. Pour en revenir à la physiologie humaine, à ce que nous sommes, le Qi, c'est également notre univers. C'est-à-dire ce que nous sommes dans notre globalité, y compris tous les processus physiologiques de transformation de la matière, c'est-à-dire essentiellement nos aliments, l'alimentation, et puis l'air que nous respirons, mais également les émotions, notre environnement social et émotionnel, qui fait que tous ces phénomènes qui font que nos organes et nos entrailles vont plus ou moins bien remplir leurs fonctions. Alors, qui sont
essentiellement des fonctions soit de transformation de la matière, on voit le tube digestif, on voit la rate pancréas, on voit l'estomac, etc. Soit des fonctions de circulation des substances, comme le sang, comme le chi, comme les émotions, qu'il faut comprendre que des substances, soit encore des fonctions de modification lorsqu'on grandit ou lorsqu'on vieillit, etc. Mais il faut savoir que tous ces processus dans notre corps sont liés à la fois à de la matière, à de l'énergie, mais ne sont pas dissociables. Là où il y a matière dans notre corps, il y a énergie, et là où il y a énergie, il y a matière. C'est le propre de la médecine chinoise. Et alors, le qi, justement, dans notre corps, vis-à-vis de nous, il est caractérisé par comment dirais-je, des qualités qui sont opposées, comme le froid et le chaud, comme la matière et l'énergie, par exemple, et qu'on va appeler yin et yang. Mais on parle de la même chose. Par exemple, si notre température corporelle est à 35 degrés, on va considérer qu'elle est froide, qu'elle est yin. C'est à 39 qu'elle est chaude, qu'elle est yang. Mais on parle toujours de la même chose, de notre température corporelle. Si notre cœur, les battements de notre cœur sont rapides, violents, etc., on va dire que c'est yang. S'ils sont lents, on va dire qu'ils sont yin. Mais on parle toujours de la même chose, des battements de notre cœur. Ça, c'est pour bien recomprendre la notion de yin-yang et de chi. Et de chi. Donc, dans les méridiens circule ce fameux chi, là qui doit être compris sous son aspect énergie. Donc, essentiellement de l'énergie, qui va permettre le mouvement à la fois de nos substances, dont la principale est le sang. Le chi va permettre au sang de circuler normalement et de manière uniforme, enfin de manière complète dans l'intégralité du corps. Il va permettre, par exemple, au battement du cœur, donc il englobe ce que les cardiologues diraient, l'électricité, etc., etc. Il va permettre au tube digestif de remplir ses fonctions de digestion, etc. Le chi est à comprendre comme ça, et il circule dans les fameux méridiens qui sont reliés à des organes des entrailles, mais on a un dossier en préparation là-dessus, donc on y verra beaucoup plus clair. Et puis, que dire encore sur le chi, c'est vraiment il a une réalité. Il suffit de trouver un bon acupuncteur et d'avoir une ou deux séances d'acupuncture pour se rendre compte que le chi a une réalité qui est totalement différente de l'électricité ou des douleurs nerveuses, par exemple. Lorsqu'on vous pique bien, vous avez des réactions, vous le sentez, il faut vraiment le sentir. Si un acupuncteur vous pique, vous sentez rien, c'est que c'est pas bien. Il faut qu'il recommence, il s'est trompé de point. Mais vous sentez surtout les liens qui se font dans le corps. Vous avez l'impression de suivre des réseaux, comme si l'énergie passait d'un point à un autre. Voilà. Alors, que dire sur le chi et le sang? Le chi et le sang forment en fait un couple yin-yang. Le chi, dans cette configuration, étant l'énergie qui va permettre au sang de circuler. Les relations entre le chi et le sang sont des relations qui sont vraiment très fortes, et puis qui sont quasiment indissociables et qui sont reliées à l'action à la fois du cœur, du poumon, du foie et de la rate pancréas. Parce que ces organes ont des liens, ont un rôle à jouer important, à la fois dans l'élaboration du sang, dans sa diffusion. Alors, pour en venir à Mingmen, c'était bien le troisième point de votre question, si je ne m'abuse. Alors, Mingmen, ça a plusieurs noms. Alors, l'idée de Mingmen, c'est que ça serait le feu, un peu l'origine de la vie. On l'appelle d'ailleurs la porte de la vie. Donc, ça serait un peu ce qui serait, comment dirais-je, l'aspect énergétique du début de notre existence. Ça serait un peu le réservoir énergétique de notre existence. C'est comme ça que c'est vu. On l'appelle également le troisième rein. Alors, il est situé. Alors, il y a eu de nombreux auteurs. Au cours des siècles, on peut même dire au cours de 2000 ans, nombreux auteurs ont situé Mingmen entre les deux reins. On parle généralement, alors, lorsqu'on veut parler de cette notion énergétique fondamentale, vitale, qui est à l'origine de notre existence, et à partir de laquelle le yang du corps, le yang des reins, l'aspect yang du jing des reins, va permettre de fabriquer le yang de tout le corps, de nos organes, de nos entrailles, etc., de notre sang. Alors, cela se confond en médecine chinoise. Il y a souvent des confusions. On confond avec le feu des reins, ou encore avec le yang des reins, ou avec yang chi, qui est le yang originel. Enfin, il faut retenir que quand on parle de Mingmen, c'est l'aspect yang des reins, mais plus que ça, c'est l'aspect yang du jing des reins, et encore plus que ça, c'est l'aspect yang du jing inné des reins.
On commence à D'accord. rentrer dans C'est les très précis. subtilités de la médecine chinoise, mais la médecine chinoise est une médecine très subtile. Mais il ne faut pas croire que ce soit des subtilités, comment dirais-je, strictement intellectuelles. Elles rejoignent des réalités physiologiques et elles nous permettent d'apporter des traitements à des dysfonctionnements du corps, c'est-à-dire de soigner les gens. Très bien. Je vous propose maintenant de passer avec la question 4, toujours un peu dans la continuité de cette question, mais retourner un petit peu sur le thème du dossier, à savoir la longévité. Pourquoi le Jing-Aki prévaut-il sur le Jing-Iné en matière de longévité? Est-ce qu'il y aurait une intentionnalité sous-jacente d'inviter en quelque sorte l'individu à évoluer en changeant ses habitudes, son point de vue, ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est la promesse en fait de la longévité qui jouerait un petit peu le rôle d'appât? Oui, alors, oui, c'est gentil, mais bon. Bon, alors on n'essaye pas, ni vous ni moi, n'essayons d'appâter qui que ce soit avec les thèmes des dossiers. On essaye toujours de répondre à des problématiques de santé, que ce soit une petite précision quand même. Alors, c'est pas tellement que le Jing Aki prévale sur le Jing Inné. C'est surtout que le Jing Aki va permettre au Jing Inné, va permettre l'expression globale du potentiel d'une Jing Inné. On est avec un potentiel, dès la réunion du spermatozoïde et de l'ovule dans le ventre de notre mère, on a un potentiel. Ce potentiel va nous permettre, par exemple, de vivre, je sais pas, 150 ans, d'atteindre la taille de 1,95 m ou de 2,30 m, de pouvoir courir le 100 mètres en 7 secondes. Tout ça, naturellement, est éloigné de toutes les réalités. C'est pour vous dire, voilà notre potentiel à l'instant T où le spermatozoïde et l'ovule se réunissent. Après, le premier Jing Aki qui va intervenir, c'est celui de la maman, dans les 9 mois de fécondation du fœtus, etc. C'est d'où l'importance de l'hygiène de vie de la mère, va permettre à ce potentiel, déjà dans le ventre, au fur et à mesure de notre évolution, de s'exprimer. Le fœtus va bien se former, très bien se former, un peu moins bien se former, pas bien se former. On aura à l'arrivée des malformations, des handicaps, etc. Si tout se passe bien dans le ventre de la maman, si le Jing Aki produit par la mère pour le fœtus inonde convenablement le Jing Inné, l'enfant va naître dans les meilleures conditions et il a de nouveau un potentiel qui va lui permettre de vivre X années, etc., etc. Et en fonction de notre Jing Aki, c'est-à-dire notre alimentation, mais nos émotions sont très importantes. Il faut vraiment comprendre les émotions qui nous entourent comme de l'alimentation, en fait. Alors naturellement, elles n'ont pas le même rôle dans ce sens où c'est pas une émotion qui va nous permettre de prendre 10 centimètres ou de prendre 3 kilos ou comment dirais-je, d'avoir des os qui soient solides, etc. En revanche, ces émotions-là vont perturber la physiologie interne, elles vont faire que finalement nos os vont être fragiles, que finalement notre digestion va mal se passer, que finalement, etc. Et au bout du compte, elles ont même plus, je l'avais déjà dit dans le dossier consacré aux émotions, mais elles ont même plus d'importance que notre alimentation. Parce qu'elles ont une importance de nuisance bien plus élevée que des aliments de mauvaise qualité. Parce que ça peut bloquer des phénomènes digestifs, ça peut perturber totalement la fonction de la rate pancréas, etc. Et des émotions. J'ai un ami qui a vu son papa mourir de colère. Son père est rentré en rage de colère et il est mort. Et puis il n'y a pas eu de réanimation cardiaque, etc. Donc pour bien comprendre la puissance des émotions, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc pour en venir au Jing Aki, c'est pas du tout qui prévale sur le Jing. C'est simplement il a une importance fondamentale et cruciale pour qu'on puisse plus ou moins bien développer notre potentiel et pour en revenir au thème du dossier, avoir la plus grande longévité possible en fonction de ce potentiel et puis vivre le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions qui soient, dans un bon état de santé. Voilà, donc quant au changement, bon, écoutez, j'ai écrit un dossier sur changer. C'est pas propre à la médecine chinoise. Je rappelle Hippocrate, 5 siècles avant Jésus-Christ, lorsqu'il y a maladie ou douleur, c'est quelque chose à changer dans sa vie. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'on est atteint du moindre petit bobo ou d'une pathologie, d'une maladie ou simplement d'un inconfort émotionnel, c'est qu'il y a réellement quelque chose à changer dans sa vie. Alors la première des choses, bien souvent à changer, c'est l'alimentation, mais c'est également notre environnement émotionnel et voire notre environnement social. Si vous ne faites pas ça,
écoutez, allez voir votre médecin généraliste, il vous donnera des somnifères, des antidépresseurs, je sais pas quoi d'autre, des antidouleurs, ça vous détruira à peu près tout ce que vous avez. Vous vivrez peut-être 20 ans de moins que vous auriez prévu, mais enfin, vous vivrez quand même, et puis vous serez handicapé à vie. Voilà, hein. Le choix, je noircis le tableau, mais le choix pour ceux qui s'intéressent à la médecine chinoise, il est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Bah, ça tombe bien que vous parliez d'alimentation, parce que c'est un peu le sujet de la prochaine question, c'est quelle est la part de l'alimentation et de la respiration dans la médecine chinoise, dans le cadre justement de la longévité? Ah ben alors, je sais pas si c'est une blague, c'est une blague, non? Bon, écoutez, essayez de pas manger, de pas respirer, oui, hein, c'est radical généralement, hein. Cessez de respirer 5 minutes si vous y arrivez déjà. Non, c'est vital. Bon, ces deux éléments sont vitaux. Je vais répondre à la question. Je vais répondre à la question sous-jacente, si vous voulez. Alors, ces deux éléments sont vitaux. Encore une fois, alimentation. Alors, alimentation, c'est-à-dire ce que va extraire la rate pancréas de nos aliments, les quintessentielles substances de nos aliments. Donc, il faut pour ça que notre rate pancréas soit bien dynamisé, qu'il ait un bon chi, qu'il ait un bon yang. C'est important le chi et le yang. Je rappelle que la rate pancréas a horreur du froid et de l'humidité, donc il ne faut pas manger froid. Froid s'entendant des aliments de nature froide, c'est-à-dire les aliments qui, lorsqu'on les ingère, vont générer du froid en nous, ou tout simplement des aliments qui sont froids, qui sortent du frigo ou du congélateur, ou alors des boissons fraîches. Alors ça, c'est à partir de 40 ans, 45 ans, il faut arrêter avec les boissons fraîches. Il faut faire comme les Chinois. Et maintenant, moi, ça fait quelques années que je fais ça. Je peux vous dire que je ne supporte plus de boire une boisson fraîche. Dès que j'ingère une boisson fraîche, j'ai vraiment le tube digestif je le sens, j'ai mal. Voilà. Donc, il faut vous habituer à boire chaud, pas brûlant parce que ça donne le cancer. Donc, les Chinois, eux, ils sont excessifs un peu en tout parfois. Ils boivent brûlant. Alors, il faut leur expliquer pendant des jours, parfois, pour qu'ils comprennent. Non, il faut pas boire brûlant, il faut boire chaud. Hein, l'idéal, c'est de boire à 40, 45 degrés. Voilà, il faut pas se brûler. Et puis, l'importance de l'air. Alors ça, on n'en parle effectivement vraiment jamais. Il suffit là d'être à Paris. Il a fallu d'être à Paris cet automne ou d'aller se promener à Pékin pour voir que on se met à tousser, la gorge qui racle, on a de l'emphysème, etc. C'est hautement destructeur. Alors, l'impact sur notre longévité, difficile à mesurer, si vous voulez. Je peux pas vous dire, vous allez, en respirant de l'air pur, vous allez gagner 10 ans ou 20 ans, ou en mangeant bien, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que plus on respire de l'air pur, c'est-à-dire non pollué par des substances chimiques ou des polluants tels que résidus de gasoil ou de feu, etc., et plus on mange bio, et conformément à sa personnalité génétique, plus on va permettre à notre potentiel de s'exprimer pleinement et le plus longtemps possible. Je vous propose de rester un petit peu dans l'alimentation avec la 6e question, c'était à savoir quels sont les légumes et les fruits dits froids qui aident à la longévité, et de l'autre côté, quels sont les légumes et fruits dits chauds. Est-ce que c'est possible de les lister comme ça, le froid et le chaud à part, dans le cadre de la longévité? Alors, c'est possible de les lister, ça a été fait dans plusieurs dossiers, donc il faut se reporter au dossier antérieur. En revanche, il n'y a pas... c'est bien, c'est dans le thème du dossier. Il n'y a pas si vous voulez, il n'y a pas d'ingrédients ou d'aliments qui vont être froids et qui vont être favorables à la longévité, ou d'éléments d'ingrédients qui vont être chauds qui vont être favorables à la longévité. Tout va dépendre de votre état. Et, oui. Et en particulier de votre personnalité énergétique. Je rappelle que votre personnalité énergétique, c'est ce qui va faire que vous produisez plutôt du froid en vous ou plutôt du chaud, n'est-ce pas? Alors que si vous produisez plutôt du froid en vous et que vous alimentez votre corps avec des aliments de nature froide qui vont eux-mêmes produire du froid, vous affaiblissez votre rate pancréas et vous allez développer des maladies, ce qu'on appelle des maladies de nature froide. Et puis si en revanche vous avez une personnalité énergétique de nature chaude, de nature yang, et que vous ingérez des aliments de nature chaude qui vont générer également du chaud en vous, alors vous allez faire l'inverse, vous allez produire du chaud, vous allez favoriser des pathologies qu'on appelle de type chaleur. Donc voilà, donc tout ça c'est à relier à notre personnalité énergétique, à l'état de nos organes et de nos entrailles, et à notre physiologie générale. Très bien. Là, une Obidat nous parle de sa maman qui a 94 ans et qui n'a plus la force de se lever. Qu'est-ce qui pourrait l'aider justement en médecine chinoise pour lui redonner un petit peu la force de tenir sur ses jambes? Alors, alors ça c'est le problème bon, 94 ans, c'est pas injurieux que de dire qu'on parle de la vieillesse. Hein. Alors c'est le problème de la vieillesse. Alors il y a quasiment unanimité, moi, avec tous les, tous les experts en médecine chinoise que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé de ces questions, que ce soit en Chine, à Taïwan ou même en France,
pour dire que l'ennui, vous voyez, c'est là où on retrouve l'importance des émotions. L'ennui est sans doute le premier facteur de mortalité chez les personnes âgées qui sont en bonne santé, en fait. Voilà. Donc, et là, on a une définition quasiment, parce que vous voyez, bon, elle n'a pas de force de se lever, etc. Mais la personne ne nous parle pas de maladie. Hein, elle nous parle simplement d'une sorte de difficulté à être sur ses deux jambes et tout. Alors, il y a d'une part, il faut, je parle de ça parce qu'il faut jamais, avec les personnes âgées, négliger l'aspect vraiment émotionnel et l'aspect ennui de la vie, du temps qui passe, et ces journées qui passent et qui n'apportent rien, et on a l'impression de sombrer dans une sorte de nihilisme qui ferait que, bon, à quoi ça sert de vivre de toute façon, demain ne m'apportera rien de plus qu'aujourd'hui, et comme aujourd'hui ne m'a rien apporté, etc., etc., etc. On est un peu dans 100 ans de solitude, enfin là, c'est 100 siècles de solitude. Donc il faut sortir les personnes âgées de tout ça. Alors c'est vrai qu'en France, rien n'est fait pour ça. On est dans un état de sauvagerie absolue avec les personnes âgées. Ce sont des, enfin moi je suis révolté à chaque fois. J'ai visité 3 fois. Je suis révolté par les conditions qu'on impose d'existence, qu'on impose aux personnes âgées, y compris dans les hôpitaux. C'est vraiment révoltant. Bon, enfin bref. Et je dis bien en France parce que c'est pas du tout comme ça dans d'autres pays, hein, vraiment. Voilà. Et avec les impôts qu'on paye, ça devrait être différemment. Bon, enfin bref. En dehors de cet aspect-là, donc il faut vraiment veiller au confort émotionnel et puis à l'intérêt, hein, susciter de l'intérêt et faire que non, demain ne sera pas comme aujourd'hui. Et demain, on va encore prendre plus de plaisir à vivre qu'aujourd'hui. Ça, c'est une notion vraiment très importante. Après, il y a quand même là des caractéristiques. On est face à un vide de chi et de yang quasiment. Alors c'est propre aux personnes âgées parce qu'il y a quand même un déclin du chi avec l'âge, un déclin du yang. Alors alors 94 ans, c'est un âge tout à fait respectable, mais enfin on peut vivre jusqu'à 120 ans. Hein, je veux dire, c'est pas forcément le début de la fin. Mais je peux recommander 2 décoctions que je recommande relativement souvent. La première s'appelle la pilule de Comia et d'os de tigre. Alors, qui a une particularité qu'elle tonifie le chi. Elle nourrit et mobilise le sang. Et on est dans le problème de cœur. Elle renforce le foie et les reins. Elle calme les douleurs. Donc ça, ça va permettre, avec naturellement une nutrition, c'est pareil, il faut faire un bilan sur la personnalité énergétique, mais enfin, a priori, on est face à un vide de yang et un vide de chi, donc il va falloir favoriser des aliments de nature chaude et tiède. Il y a très peu d'aliments de nature chaude, mais en tous les cas, il y en a beaucoup de nature tiède et des aliments doux. Pour la rate pancréas, le riz. Donc là, on devrait être dans un régime quotidien de riz avec au minimum 50 grammes de riz par jour au repas du soir. Il y a une deuxième décoction que alors ça se nomme pilule, mais en fait vous pouvez les faire en décoction. Hein. Alors c'est la pilule pour disperser le vent, humidité, et calmer la douleur. Alors elle a plusieurs actions. C'est disperse le vent, froid et humidité. Donc on retrouve dans cette notion le fait qu'on va renforcer la rate pancréas qui a horreur du froid, du vent et de l'humidité, enfin surtout du froid et de l'humidité. Elle mobilise le sang, elle calme les douleurs, elle renforce les tendons et les os, donc elle a donc une action encore une fois sur le foie et sur la rate pancréas. Et puis on la recommande généralement en présence de symptômes de douleur et de raideur des lombes, des articulations avec sensation de froid, de gonflement articulaire, de rhumatisme articulaire chronique, de faiblesse des jambes chez les vieillards, de marche difficile due aux douleurs et aux raideurs des articulations, et en cas de sciatique chronique. Vous voyez, c'est vraiment deux décoctions de base. Il y en a une troisième d'ailleurs, qui est la décoction de tige de cannelle plus astragal, qui tonifie le chi et qui est recommandée en cas de faiblesse générale et notamment des membres inférieurs. D'accord. Très bien. Là, un autre témoignage d'une autre webinote qui nous dit que sa maman est décédée à plus de 100 ans. Elle prend le cas, elle dit dans sa famille, elle a 3 sœurs qui ont respectivement 90, 88 ans et elle qui a 86 ans. Et elle demande s'il y a un secret. Est-ce que justement ce secret ne serait pas un petit peu caché dans la génétique? C'est d'ailleurs un point qui est soulevé par beaucoup de webinotes. Donc ce sera, si vous avez l'occasion, une première partie de réponse intéressante. Et après, elle apporte des précisions quant à son cas. Elle dit « Notre mère mangeait peu, mais beaucoup de laitage, qui pour elle est un poison ». Alors elle demande qui croire et que faire en fait. Je comprends, je comprends. Alors on va revenir sur la question de la génétique, parce que c'est récurrent effectivement. Alors, que dire, il faut que je rassemble un peu mes idées là, vous voyez, parce que c'est compliqué. Alors on va revenir déjà pour reparler du Jing inné.
encore une fois, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voulez dire par génétique, c'est compris dans le gene inné. Hein, c'est-à-dire ces énergies, cette matière fondamentale, vitale, qui va nous permettre de développer et qui sont transmises dès la réunion du spermatozoïde et de l'ovule dans l'utérus. Bien, ça c'est notre gene inné. Je vais pas refaire l'explication de tout à l'heure en disant que ça contient tout notre potentiel et que ce potentiel va pouvoir se développer, s'exprimer en fonction d'une gene acquise, c'est-à-dire ce qu'on va lui apporter en richesse alimentaire ou émotionnelle. Hein, c'est vu, etc. Pour en venir aux gènes, il est important il faut démythifier un peu ce que sont les gènes, si vous voulez. On a compris que les gènes dans les cellules sont, voilà, on a nos chromosomes, etc. On a nos gènes. Ce sont en fait des machines-outils. Ça fait plusieurs fois que je le répète, mais je vais le répéter de manière différente, peut-être pour intéresser tout le monde. Un gène, c'est une machine-outil. C'est quelque chose, vous voyez, qui va fabriquer quelque chose. Simplement, il va pas faire un moteur de mécanique et tout. Mais c'est à la fois machine-outil, puis ça a le plan de ce qu'il doit fabriquer. D'accord ? Alors, il s'active ou il s'active pas, c'est-à-dire il va fabriquer ou ne pas fabriquer ce pourquoi il est fait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire qu'il s'active ? Jusqu'à présent, jusqu'à très récemment, en fait, on a considéré qu'il y avait simplement 15% des gènes qui s'activaient, on a compris ça. Et nos brillants généticiens, avec une certitude, je veux dire, défiant tout doute, affirmait que 85% de nos gènes ne servaient strictement à rien, et ils ont appelé ça le gène poubelle. Voilà. Donc voilà. Alors naturellement, on en est revenu. On s'est rendu compte qu'on fait de gènes poubelles et qu'on fait de gènes qui ne servent à rien, ces machines-outils qui vont fabriquer des choses. Alors, fabriquer des choses à partir de quoi ? À partir de ce que va transformer de à partir des quintessentielles substances de l'alimentation, en fait, qui sont extraites des aliments par la rate pancréas. Les gènes vont, par exemple, tel gène va être amené de fabriquer telle protéine musculaire, telle protéine pour participer à la fabrication de telle partie du muscle. Ben, le gène, il va faire ça. Alors, ces gènes-là font partie des 15 gènes qu'on a repérés, qui servent à la couleur des yeux, aux cheveux, à votre peau et tout. Mais les 85% de gènes qui restent vont être activés en fonction de notre environnement. C'est en tous les cas la compréhension qu'on a actuellement du rôle de ces gènes. Et alors, non seulement de l'environnement, mais de nos émotions. Et on se rend compte qu'en fait, ou de la qualité de nos aliments. On se rend compte qu'en fait, en fonction de notre alimentation, de sa qualité, eh ben, des gènes qui resteraient en sommeil, qui ne fabriquaient rien, vont se mettre à fabriquer de la graisse. Que des gènes qui fabriquent rien, si on est d'un seul coup sous un stress, etc., vont fabriquer des substances qui vont rigidifier nos artères, etc., etc., etc. Vous voyez, c'est rien d'autre que ça, les gènes. Hein, c'est déjà, quand je dis rien d'autre, évidemment, les généticiens qui sont morts vont se retourner dans leur tombe, mais qu'importe, il faut voir ça comme rien d'autre que ça. Et puis, en revanche, ce qui est important, c'est notre gene inné, pour lequel on ne peut rien faire, sauf lui permettre de s'exprimer au mieux et le plus longtemps possible. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en tous les cas, c'est la seule réponse que je peux faire. Et là, par rapport au cas de sa maman qui mangeait peu, mais qui prenait beaucoup de laitage alors qu'elle, elle ne peut pas, oui, ça dépend de son... Alors, il y a plusieurs choses à dire sur le laitage. Il y a déjà actuellement, surtout quand on est une femme, il faut arrêter tous les laitages. C'est vital. Alors c'est vital, je vais résumer pourquoi. C'est scandaleux d'ailleurs qu'on puisse faire de la pub à la télé pour les yaourts et tout, en disant il y a du calcium et tout. Alors je vais dire plusieurs choses à ce sujet. Vous avez l'équilibre acido-basique du sang qui est entre 7,25 et 7,45. Vous vérifiez, etc. C'est un équilibre qui est vital. C'est-à-dire si on est en deçà ou au-delà, on meurt. Donc il est constant. Donc la physiologie de notre corps fait qu'on va équilibrer en permanence ce rapport entre les bases et l'acide dans le sang. Et quand il y a trop d'acidité, l'acidité par exemple, ce qui est acidifiant, ce sont les laitages, fromage compris, etc. Donc plus vous mangez de laitage, plus vous allez pas produire l'acidité, mais acidifier votre sang. Donc pour compenser, pour maintenir un équilibre entre les bases et l'acide, on va chercher de la base. Et le corps va le chercher où ? Dans les os. Donc on va puiser dans les os du calcium pour tempérer l'acide. D'accord ? Ce qui fait que plus vous montez de laitage, plus vous mangez de laitage quand vous êtes une femme, plus vous allez fragiliser vos os. Et plus vous allez avoir des fractures du fémur. Ça, c'est vraiment, voilà, et puis je suis pas le seul à le dire, hein. C'est vraiment une vérité. Donc, vraiment pour les femmes, arrêtez. Alors, il n'y a pas que pour les femmes, pour tout le monde. Ensuite, pour le calcium. Alors, on parle, par exemple, puisqu'on
le cœur, on a parlé du cœur tout à l'heure, puis ça va être l'objet du congrès, quand les artères se bouchent. On nous a seriné avec le cholestérol, on a fait les statines, etc. Vous avez Delorgerie, bon, ça fait 20 ans qu'il nous explique il passait pour un fou furieux il y a 20 ans. Maintenant, tout le monde reconnaît qu'il a raison, etc. Pourtant, il y a 20 ans, on savait exactement la même chose. C'est-à-dire que les plaques qui bouchent les artères sont constituées à 95% de calcium et seulement à 4 ou 4,5% de cholestérol. Le reste étant des résidus d'autre chose. Comme les laboratoires pharmaceutiques ne pouvaient pas s'attaquer au calcium facilement parce qu'ils seraient attaqués indirectement aux os, ils se sont dit, la bonne idée, on va s'attaquer au cholestérol qui circule. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a fait, reportez-vous à Delorgerie, puis voir tout le scandale lié aux statines avec l'augmentation de la mort, ça vous provoque des crises cardiaques, ça vous provoque des insuffisances cardiaques, etc., etc. Donc ça, c'est encore une fois les laitages, le calcium qui est dans les laitages, j'en reviens pour que vous compreniez bien, il ne va pas être intégralement assimilé par l'organisme, il ne va pas être transformé, on va le retrouver dans le sang, et puis il va boucher les artères. C'est ce calcium-là qui va provoquer des bouchons dans les artères et dans les veines. Donc arrêtez avec ça. Ensuite, c'est très mauvais également pour la rate pancréas. Voilà. Ça, c'est le premier point, c'est à l'heure actuelle. Deuxième point. Sa maman buvait beaucoup de lait ou mangeait beaucoup de fromage il y a 60-70 ans. Mais c'était pas du tout la même chose, le lait, il y a 60-70 ans. Moi, quand j'étais petit, j'allais chercher le lait à la ferme, je me souviens très bien, c'était le lait d'une vache qui broutait dans un pré. Et la vache, à l'époque, en 1950, les vaches, alors j'étais pas né en 50, hein, je suis né un peu plus tard, mais en 1950, de mémoire, hein, j'ai lu ça sur Internet, mais de mémoire, enfin, pas sur Internet, j'avais fait une étude, mais vous pouvez le contrôler sur Internet, de mémoire, en 1950, une vache produisait 11 litres de lait par jour. Maintenant, on arrive à faire produire à nos vaches 80 litres de lait par jour. Donc, vous vous rendez bien compte que les 70 litres qui sont rajoutés, ils sont produits par quoi? Ce sont des vaches qui ne vont plus dans les prés, etc. Et en plus, vous n'avez pas le lait d'une vache, vous avez le lait, on amalgame tout ça, de 300 vaches, c'est mélangé, c'est cuit, enfin on parle plus du tout de la même chose, donc on ne peut pas comparer, si vous voulez, les gens qui se nourrissaient avec des laitages et puis ils avaient d'autres nourritures, ils mangeaient beaucoup de légumes, etc. Ils mangeaient pas beaucoup, bien souvent, et puis maintenant, ça n'a strictement plus rien à voir. Très bien. Quel complément ou plante pourrait-on utiliser, Patrick, pour rallonger les télomères? Alors pour les webinotes, les télomères, c'est une espèce de portion en fait de l'ADN à l'extrémité en fait d'un chromosome. Et la science estime qu'ils raccourcissent justement avec l'âge, d'où le lien avec la question de la longévité. Oui. Bon, écoutez, alors, je vais répondre. J'essaye. En fait, c'est une question intéressante, mais on va retomber dans ce que je vous ai dit. Oui. Alors, on a découvert les télomères. Oui, c'est vrai ça. Mais peut-être que demain, on va découvrir qu'une partie du télomère encore plus importante de ce qu'on savait jusqu'à maintenant. Puis après-demain, peut-être qu'on va découvrir parmi cette partie, c'est une autre partie, si vous voulez. La médecine chinoise ne s'intéresse absolument pas à ça. Nous sommes ce que nous sommes. Elle a étudié notre physiologie, etc. Lorsqu'on comprend la physiologie chinoise, lorsqu'on parle, par exemple, des fonctions de la rate pancréas ou d'un organe ou d'une entraille ou d'une substance, ça inclut tout ce que vous voulez. Alors, les télomères sont, encore une fois, on en revient au ginginé. Vous pouvez vous en inquiéter ou pas. Ça ne changera rien. Votre ginginé, il s'est constitué au moment où le spermatozoïde a rencontré l'ovule dans le ventre de votre maman. Vous ne pouvez rien y changer. En revanche, encore une fois, le jigaki va faire que ce potentiel d'existence que vous avez grâce à ce ginginé va pouvoir s'exprimer entièrement ou pas. Ça dépend uniquement de vous. Et alors, quand je dis que ça dépend de vous, ça dépend essentiellement de la qualité de votre alimentation, en fonction de votre personnalité énergétique, de la qualité de l'air que vous respirez et de la qualité de votre environnement émotionnel et social. Très bien. Pour la deuxième question, une question de Françoise justement qui dit il est difficile de définir soi-même sa personnalité énergétique. Alors elle a essayé à la lecture des fonctions physiologiques des organes, elle ressent des dysfonctionnements à la fois du foie, complémentaires avec ceux de la rate pancréas, du poumon et du cœur. Elle a des déséquilibres émotionnels, déprimes, troubles digestifs, des insomnies également, vertiges, anxiété, apathie. Elle demande comment se soigner en dehors des infusions de gingembre pour retrouver un équilibre ou une certaine joie de vivre, sachant qu'elle pratique le Qigong depuis maintenant 4 ans. Écoutez, oui, on est exactement dans le début de ce webinaire, dans la problématique liée au cœur, hein, de ce que j'ai bien compris. Alors,
D'abord, c'est très bien. C'est très bien d'avoir recours d'une part à la pharmacopée chinoise et puis d'essayer, c'est vraiment très très bien d'essayer de comprendre ce qui se passe dans notre corps à la lecture des dossiers. C'est très bien. Ouais. Là, voilà, cette personne a compris, Françoise a compris que le foie, la rate pancréas et le poumon et le cœur, c'est exactement ces organes-là qui sont impliqués dans le sang et dans tous les phénomènes émotionnels dont on a parlé tout à l'heure et dans l'énergie. Donc voilà, je ne peux dire qu'une chose, c'est bravo à Chantal, à Françoise. Pour en revenir à la pharmacopée chinoise. La pharmacopée chinoise, bon, moi je recommande des décoctions par facilité, et puis parce que je sais que c'est dans les usages européens, si vous voulez, on a l'habitude de prendre une décoction, etc. Et puis c'est facile, c'est simple. Mais en pharmacopée chinoise, il y a pas de décoction en fait, il y a que des formules. Là, on commence à découvrir la complexité, le raffinement de la médecine chinoise. En face de ça, on a une pharmacopée qui est tout aussi complexe et tout aussi raffinée, si vous voulez. Donc, on a des formules parce qu'on va associer en fonction des troubles. Hein, comme on a vu tout à l'heure que l'esprit, en fait, la globalité de notre esprit était gouvernée par le cœur, ou en tous les cas qu'il était en relation avec le cœur, ou le cœur et le sang. Le cœur, il fallait le comprendre comme l'organe, le muscle cardiaque, les vaisseaux sanguins, le sang, les relations qu'il y avait avec l'intestin grêle, et puis d'autres organes comme le poumon, le foie et la rate pancréas. Hein, tout ça, finalement, sur le plan de l'esprit, ça constitue le cœur. Eh bien, on a compris également que nos organes géraient des particularités émotionnelles, des particularités psychiques. Et que dans ces particularités psychiques, on a vu tout à l'heure que tout ce dont nous parle François, c'est-à-dire les insomnies, la déprime, le manque de joie de vivre, si j'ai bien compris, ben, c'est essentiellement lié au cœur mais au sang. Donc on serait là vraisemblablement à un vide de sang, un sang qui serait de mauvaise qualité, sans doute dû à une faiblesse de yang de la rate pancréas. Je ne sais pas si le foie est impliqué, parce qu'il y aurait des signes. Le foie est concerné, hein, il est concerné, mais il n'est pas forcément impliqué. Il est concerné parce qu'il a un rôle important dans le foie. Mais si le foie s'il y avait des dysfonctionnements importants du foie, on aurait d'autres signes. On nous aurait parlé d'autres signes, si vous voulez. En tous les cas, on a le cœur et le sang. Et selon ce que j'ai compris, on peut considérer qu'on est en face d'un vide de chi du cœur, de chi et de yang du cœur et de yang de la rate pancréas et une faiblesse du sang. Donc il faudrait recourir à une pharmacopée un peu plus élaborée. Alors il y a 3 formules que je peux suggérer. Il y a la pilule pour affermir la volonté, qui est constituée de 4 ingrédients, qui tonifie le chi du cœur et qui calme l'esprit. Il y a la pilule de nacre. Alors là, on a 9 ingrédients. Je mets le nombre d'ingrédients pour bien comprendre qu'en pharmacopée chinoise, on a rarement un ingrédient. Enfin, je dis rarement, il doit y avoir une formule ou 2 formules de pharmacopée sur les milliers où il y a un ingrédient. Et généralement, je crois que c'est ginseng. Bon, la pilule de nacre est de 9 ingrédients. Alors, elle nourrit le yin et le sang. Donc, vous voyez, on est toujours. Et elle apaise le cœur et calme l'esprit. Et puis, on a la pilule pour tonifier le cerveau, donc qui est constituée de 12 ingrédients. On voit bien hein, que tout ça est relié, qui nourrit le sang, tonifie le cœur, calme l'esprit et améliore l'activité cérébrale. Donc voilà. Donc vous voyez, cette décoction, cette formule de pharmacopée, elle comporte 12 ingrédients hein, qui ont été eux-mêmes préparés de manière différente. Vous voyez, voilà la complexité de la pharmacopée chinoise. Mais bravo à Françoise, moi je suis plutôt content. En fait, Françoise, vous me faites un compliment parce que ce que vous avez su ressortir des dossiers, voilà, ce qui prouve qu'ils sont intéressants. Je me flatte. Autre question, ce sera même l'avant-dernière question, vu le temps qui nous est imparti, parce qu'en plus je suppose que la réponse ne doit pas être tout à fait simple. Comment vivre bien et longtemps avec une maladie de Parkinson ? Alors oui, donc ça c'est sûr que la réponse n'est pas évidente. Alors il y a 2 choses, c'est lire les dossiers, appliquer alors personnalité énergétique hyper important, équilibre émotionnel hyper important, traitement des symptômes. Moi il y a rien. La maladie de Parkinson, écoutez, moi je l'ai étudiée uniquement en traitement grâce à l'acupuncture. J'en ai déjà parlé. C'est assez compliqué. Il faudrait peut-être faire un dossier, je sais pas. Il faut piquer. À la fois le côté qui est impliqué par les troubles musculaires, donc jouer sur un certain nombre de points, il faut avoir ça avec son acupuncteur, et puis au cerveau de l'autre côté.
Hein, on a une décimétrie, et puis il faut faire un arc de, enfin, c'est quasiment de la géométrie, et puis on utilise des grandes aiguilles comme ça, en sous-cutané, qu'on passe. Mais c'est efficace. Donc voilà, ma réponse est courte finalement. Il faut vraiment passer par un thérapeute, en tout cas. Là, oui, puis surtout, il faut trouver un acupuncteur, mais qui soit un vrai acupuncteur, hein, c'est-à-dire pas un charlatan qui sache ce que c'est, etc., etc. Alors, il faut tester l'acupuncteur, qu'est-ce que je vous dise. Quand il vous pique, ben, vous devez le sentir. Pour tous les thérapeutes, il faut apprécier leur qualité à être à l'écoute, leur qualité à avoir de l'empathie, leur qualité à vous comprendre, etc. Et puis le meilleur signe, c'est qu'on se sent mieux. Même s'il a rien fait, on se sent mieux. Si vous allez voir un thérapeute qui ne pas forcément, moi je pratique de moins en moins l'acupuncture, si vous voulez, mais qui après avoir passé 1 heure ou 2 heures avec lui, vous sortez et vous sentez vraiment beaucoup mieux, c'est que c'est un bon thérapeute. Alors si vous sentez moins bien, donc il faut mieux en choisir un autre. Et s'il n'y a pas de différence, ben, vous changez, voilà. Non, mais c'est un signe important, il faut être simple. Puis si vous allez chez un thérapeute ou quoi que ce soit ne vous plaît pas, bah, vous partez, vous dites que vous êtes trompé, puis c'est tout. Dernière question, ce sera une question un petit peu technique, cette fois-ci qui revient sur un point particulier du dossier. Vous dites qu'il ne faut pas consommer certaines plantes avec le ginseng en page 19. D'abord, est-ce que c'est valable pour tous les ginsengs, que ce soit le ginseng sibérien, indien, brésilien? Et le webinote, en l'occurrence, dit qu'il consomme du ginseng en même temps que du curcuma et du gingembre, qui sont cités page 19 justement. Quel problème cela va-t-il créer? La première fois que j'entends parler du ginseng brésilien, moi. Bon, enfin bref. Alors oui, ça concerne tous les. Alors pourquoi? On est dans des oppositions de force en fait, si vous voulez. Ouais. Le ginseng a une action centripète, c'est-à-dire il va resserrer. Hein, c'est pour ça qu'il est efficace. Il va à la fois resserrer nos énergies dans notre corps d'une manière générale, mais surtout dans les organes. Il va permettre à un organe, le chi plutôt de partir dans tous les sens. Il va se reconcentrer. Le sang plutôt il va se reconcentrer. Le ginseng, son action, c'est vraiment centripète. Il va resserrer, il va permettre de tonifier, il va permettre de réaxer, etc., etc. Tous les ingrédients qui sont dans la page 19 sont des ingrédients à force centrifuge, c'est-à-dire qu'ils vont disperser, extérioriser. Alors, si vous prenez du ginseng avec ces ingrédients-là, c'est vu le prix du ginseng, si vous voulez, c'est comme si vous ne preniez rien. Donc, autant de rien prendre. Hein, voilà. Donc cette liste, elle est à suivre vraiment pour le coup au cas-d'être. En plus, elle est très complète parce que généralement on parle que du thé. Alors c'est vrai que les gens n'expliquent pas pourquoi. Donc voilà, l'explication elle est là. On a une incompatibilité d'action. Hein, le ginseng et ses ingrédients sont des forces opposées qui s'annihilent. Alors c'est plutôt la force d'ailleurs de ginseng qui va être annihilée. Oui. Et c'est le cas du coup de tous les ginseng ou uniquement? Oui, tout. Alors. Tout, c'est-à-dire reste à savoir si ce sont de vrais ginseng, etc. Parce que le ginseng pour être efficace, il faut qu'il ait au minimum 7 ans. Le ginseng sauvage, c'est inabordable, c'est 50 000 € les 3 grammes, c'est-à-dire une journée de traitement. Vous voyez, donc après dans le ginseng, on peut faire un dossier, c'est très compliqué. Mais oui, c'est valable pour tous les ginseng. Mais il y a Danshen qui est quand même mieux que ginseng, qui est beaucoup moins cher. Il faut simplement tripler la dose pour avoir les mêmes effets. Et quand vous prenez Danshen, il faut appliquer les mêmes règles parce qu'on est en opposition de force centripète et centrifuge et c'est vraiment indispensable. Ou sinon, ça annule tous les effets. C'était quand même dommage, compte tenu alors à la fois du prix et puis de ce qu'on recherche. Parce qu'on prend ginseng, c'est quand même pour nous tonifier, c'est pas pour réguler en tous les cas, parce que c'est quand même un ingrédient qui permet de rétablir des fonctions. Hein, ça joue dans tous les sens, ça va rétablir ce qui demande d'être rétabli, ça va apaiser si ça doit apaiser, ça va tonifier si ça doit tonifier, etc. Mais en concentrant dans l'organe, en se resserrant. Merci beaucoup Patrick, comme je le soulignais, c'est la dernière question pour aujourd'hui. J'espère que tous les webinautes y vont un peu plus clair sur ce sujet passionnant. Je vous dis à très bientôt, ainsi qu'à tous les webinautes pour un prochain rendez-vous autour des secrets de la médecine chinoise. Et moi, je vous donne tous rendez-vous à Paris les 3 et 4 juin. Je compte sur votre présence. Merci. Les absences Bonne soirée. Bonne soirée à tous.